qu'est-ce qu'on appelle un corps noir? Qu'est-ce qu'on appelle des corps noirs? Donc un corps noir est un corps qui absorbe tous les photons qu'il reçoit. OK, donc c'est la définition d'un corps noir, un corps qui absorbe tous les photons qu'il reçoit. Donc par exemple, comment faire un corps noir? Mais une façon de faire un corps noir, ça c'est juste pour vous enlever aussi l'idée de la tête que c'est lié à la couleur. Si vous prenez une balle de ping-pong par exemple, et puis à l'intérieur vous mettez des miroirs. Donc imaginez, vous avez une balle, et à l'intérieur de la balle, donc les parois intérieures sont des miroirs. Vous faites un minuscule trou là, ici. Quand je dis minuscule, c'est vraiment minuscule, minuscule, hein, donc avec une petite aiguille. Et puis vous envoyez ici un photon, toc, par le trou. Donc si j'envoie un photon par le trou, qu'est-ce qui va se passer? Il va être réfléchi par le miroir là, toc, il va être réfléchi comme ça, et puis comme ça, et cetera, toc. Enfin, je sais pas comment, toc, 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 et cetera. Et vous voyez que la probabilité qu'il ressorte de la balle de ping-pong est quasi nulle. Donc je peux dire que cette balle de ping-pong là, avec un tout petit trou et des miroirs à l'intérieur, est un corps noir, puisque si j'envoie un photon, ce photon ne ressortira jamais du corps. Il sera absorbé par le corps. Vous en envoyez un deuxième, il sera absorbé, etc. D'accord? Alors c'est pas tout à fait un corps noir, parce qu'effectivement, il pourrait, le photon, d'accord, pourrait retrouver le tout petit trou, mais la probabilité est tellement faible que c'est quasiment zéro, et donc là j'ai un corps noir quasi parfait. Donc un corps noir est un corps qui absorbe tous les photons qu'il reçoit. Okay. Très bien, alors qu'est-ce qu'on appelle du coup une surface opaque noire? Donc dans la réalité, si vous envoyez un photon sur une surface, comme ça, donc j'envoie un photon là, ce photon-là va être absorbé sur une certaine épaisseur, ici, qu'on appelle donc épaisseur de pénétration. Le photon va pénétrer un tout petit peu dans la paroi sur une épaisseur qui est plus ou moins importante en fonction des propriétés, en particulier optiques, de la paroi. Donc cette épaisseur-là, en fait, est très, 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 très fine. Donc en général, dans les solides, cette épaisseur-là est très fine, de quelques microns, voire moins. Du coup, je vais pouvoir dire que cette épaisseur tend vers 0 et qu'en fait, la surface est un corps noir. OK, ce qui n'a pas de sens, hein. Là, il faudrait que normalement, le corps est noir, il me faut définir un volume. Mais vous voyez que comme tout se passe sur des épaisseurs qui sont très petites, je pourrais dire que cette surface est une surface opaque noire, dans le sens donc où le photon va être absorbé par la surface, par le corps, sur une épaisseur qui est très, très, très petite. Très bien. Du coup, je vais pouvoir déterminer maintenant les flux échangés entre surfaces noires. Donc, je remets une nouvelle feuille. On va la couper en deux. Okay. Donc, puisqu'on peut définir une surface opaque noire, on va maintenant regarder, donc c'est un troisièmement, les flux, flux de chaleur échangés entre des surfaces noires isothermes. Alors, quel est le flux échangé entre des surfaces noires isothermes? Du coup, alors vous allez voir qu'en fait, on peut faire des choses, on va faire des choses très simples, mais qui peuvent en fait, on peut s'attaquer quand même à des problèmes très compliqués. Imaginez que vous ayez une surface très compliquée. Je vous dessine une surface quelconque. Voilà, la surface fait ça, toc, toc. Et puis, voilà, vous avez une surface, d'accord,
Donc, si vous reliez tous ces traits là, l'un avec les autres, les uns avec les autres, cette surface est compliquée. Imaginez que la température varie en différents points, donc c'est pas la même température partout. Je peux toujours, quoi qu'il arrive, décomposer cette surface compliquée en des petits morceaux et en disant que chacun des petits morceaux ici a une température uniforme. OK. Donc même si votre température dans la réalité n'est pas uniforme, vous pouvez toujours vous ramener à une succession de petites surfaces dont la température sera uniforme. Donc imaginons que ça soit ici, alors je vais leur donner des noms, allez, on va dire S surface 1, surface 2, surface 3, etc., etc., 4, 5. Donc là j'en ai mis 6, mais vous auriez pu en mettre une infinité, c'était pareil, ça ne changerait rien. Donc voilà, vous avez une géométrie un peu compliquée comme ça. Je voudrais savoir quel est le flux reçu, le flux net, pardon, émis par la surface, par exemple S1, avec l'ensemble des autres surfaces uniquement par rayonnement. Donc je m'explique. Je vais appeler le flux émis par la surface 1, d'accord? Si je le note, pardon, je vais être plus explicite que ça dans mes notations. Donc, le flux émis par une surface noire, c'est une constante que multiplie la surface de cette surface noire, que multiplie sa température à la puissance 4. Donc ça, c'est le flux émis par rayonnement par une surface noire. D'accord? Flux de chaleur émis par rayonnement par une surface par rayonnement par une surface opaque noire. Donc surface opaque noire, c'est-à-dire une surface telle que si vous lui envoyez un photon, elle l'absorbe. OK. Donc flux de chaleur émis par rayonnement par une surface opaque noire s'écrit sigma fois S fois T à la puissance 4, où T est la température de la surface. Température T, température de la surface. Sigma est la constante de Stefan Boltzmann. Elle vaut, c'est très facile à se rappeler, 5,67 10 puissance moins 8. Alors c'est très facile à se rappeler parce que vous voyez que ça fait 5, 6, 7, 8. Donc 5,67 10 puissance moins 8 watts, mètre moins 2, Kelvin moins 4. OK, et S, c'est la surface, donc de la surface isotherme que vous considérez. Donc ça, c'est le flux émis, c'est la loi de Stefan Boltzmann. Okay. Donc celle-ci, il faut la connaître. Hein. Quand vous faites du rayonnement, évidemment, il faut connaître cette loi-là. Donc ça, c'est vrai que pour les corps noirs. Si le corps n'était pas noir, il y aurait un petit coefficient de vent, donc qu'on appellerait émissivité. Donc le flux émis par une surface noire qui a la température T. Si vous avez une surface qui a une certaine température, je ne sais pas, 200 degrés, le flux maximum qui puisse être émis, c'est le cas, vous l'aurez dans le cas d'une surface opaque noire. Sinon, le flux sera forcément plus petit que ça. OK. Alors, donc, maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est pas juste le flux qui a été émis par la surface. Ce qui va m'intéresser, c'est parce que vous voyez que la surface S1, par exemple, va envoyer des photons sur S2, sur S3, sur S4, sur S5, sur S6, etc. Mais elle va aussi en recevoir de la part de S2, de S3, de S4, etc. Donc, en général, ce qui va nous intéresser, c'est pas le flux émis par la surface, mais ça va être le flux, ce qu'on appelle le flux net émis par la surface, c'est-à-dire la différence entre ce qui a été émis et ce qui a été reçu. Donc, si j'appelle, je rezoome, le flux net,
émis, enfin le flux net, pardon, perdu par, je ne vais pas dire émis, parce que sinon ça va porter à confusion. Le flux net perdu par rayonnement par la surface S1, par exemple. Alors, qu'est-ce qui vaut ce flux net perdu par rayonnement? Je vais l'appeler phi indice 1. Donc ça, c'est le flux net perdu par rayonnement par la surface S1. C'est donc le flux que la surface S1 émet, c'est-à-dire sigma fois S1 fois la température T1 à la puissance 4. Ok, évidemment, chacune des températures que je définis ici a une température unique. Hein. Donc S1 est à la température T1, S2 à la température T2, etc. etc. Moins, donc, la somme de tous les flux, de tous les photons que S1 reçoit de la part des autres surfaces. Donc je vais écrire moins somme de I égale 1 à n, ici n est égal à 6, de ce qui a été émis par les autres surfaces, donc sigma SI TI4. Mais vous voyez, par exemple, si je pose I égale 2, la surface S2 va émettre sigma S2 fois T2 puissance 4, mais tous les photons qui partent de S2 ne vont pas arriver sur 1. D'accord? Une partie de ce qui part de S2 va arriver sur 3, sur 4, sur 5, sur 6, et puis une autre partie sur 1. Donc je vais appeler F I1, d'accord? Ce qu'on appelle un facteur de vue ou un facteur de forme, FI1, la fraction du rayonnement émis par I, pardon, fraction du rayonnement émis par SI est reçu par S1. Donc ça veut dire que si SI émet 100 photons, et que sur ces 100 photons, il y en a 3 qui arrivent sur 1, alors dans ce cas-là, FI1 serait égal à 0,03. D'accord? Donc FI1, la fraction du rayonnement émis par la surface SI, est reçue par la surface S1. De la même façon, j'appellerai ça FI2, ce qui est émis par I, reçu par 2, etc. etc. OK? Alors, du coup, bien évidemment, j'ai une première relation de contrainte entre ces facteurs de forme, là, facteurs de vue. Donc ça, je vous le dis, on appelle ça facteur de forme ou facteur de vue. Alors facteur de forme, parce que ça dépend de la forme géométrique, hein, et facteur de vue, parce qu'en fait, c'est la façon dont une surface est vue par les autres. Okay, comme vous voulez. Donc on trouve ça. Ces facteurs de forme, ces facteurs de vue, ce sont des grandeurs qui sont purement géométriques. C'est-à-dire que je peux déterminer leur valeur sans même me préoccuper de savoir quelles sont les températures, etc. Donc c'est purement géométrique. Il suffit voilà, de faire un petit calcul d'intégrer sur l'angle solide voilà, comment une surface voit l'autre. Imaginez si vous vous mettez à la place de la surface, comment vous voyez l'autre surface. OK. Donc ça, c'est purement géométrique. Alors du coup, j'ai une première, oui, relation de contrainte. La conservation de l'énergie me dit quelque chose instantanément. C'est que quoi qu'il arrive, si un photon quitte la surface I, forcément, il doit arriver quelque part. Okay, puisqu'il faut que l'énergie se conserve. Donc le photon, il va quitter la surface I et il va arriver soit sur 1, soit sur 2, soit sur 3, etc. Donc je peux dire que la somme, alors attention, sur J, pour J égale 1 à N, des FIJ égale à 1. Donc je prends un peu le temps là.
Attention, j'ai bien dit somme sur J. Donc je dis, si un photon quitte la surface I, il va arriver soit sur J égale 1, soit sur J égale 2, etc., jusqu'à J égale 6. Okay. Et ce qui est sûr, c'est que tous les photons qui quittent I doivent arriver sur une des surfaces J. Donc la somme doit faire 1. Okay. Je vous rappelle que F, c'est une fraction, hein, donc c'est un pourcentage. Donc la somme doit faire 100%. Je vais donc dire, il y a par exemple 10% des photons qui quittent la surface I qui vont arriver sur 1, et puis 12% sur la surface 2, etc., etc. Et la somme doit faire 100%. Alors ça, c'est la première relation de contrainte. J'ai une autre relation de contrainte, c'est d'après le second principe. Donc vous vous souvenez, second principe de la thermo, qui vous dit que la chaleur ne peut pas aller spontanément d'un corps froid vers un corps chaud. Autrement dit, la chaleur va spontanément du plus chaud vers le plus froid. Alors, si ça c'est vrai, ça veut dire que si vous avez deux corps à même température, alors vous n'avez aucun échange d'énergie entre ces deux surfaces. Donc, si SI et SJ ont la même température, donc TI est égal, supposons que TI soit égal à TJ. OK. Dans ce cas-là, le second principe vous dit phi IJ, le flux qui part de I et qui arrive sur J, doit être égal au flux qui part de J et qui arrive sur I, de telle sorte que la somme fasse 0. D'accord? Je dis donc que s'il y a un photon, je ne sais pas si vous voyez la caméra, si je mets mes deux mains l'une en face de l'autre, la température de pose c'est la même. Si un photon quitte ma main gauche et arrive sur ma main droite, okay, ça veut dire que comme les deux, le problème est symétrique, hein, si un photon quitte ma main droite, il va arriver sur ma main gauche de la même façon. Okay. J'aurai le même nombre de photons puisque j'ai la même température. Donc j'ai le même flux. Si j'ai le même flux, je peux dire que sigma fois SITI4 FIJ est égal à sigma SJ TJ4 FJI. Alors, vous voyez que comme TI est égal à TJ, je me suis mis dans le cas où TI est égal à TJ. Dans ce cas-là, je peux simplifier, d'accord? Je peux simplifier du coup par sigma et par T à la puissance 4. Il va me rester SI FIJ est égal à SJ FJI. D'accord? Donc je vous encadre les relations qu'il va falloir connaître. Donc il y avait celle-ci, il y avait évidemment celle-ci, et puis maintenant il y a celle-ci. Voilà. Et c'est les seules qu'il va falloir connaître, ce sont ces trois relations-là. Alors, sur la dernière relation, là, juste quelques mots. Elle est un peu étrange, cette relation, parce que, donc, vous voyez que je vous ai dit F est un facteur qui est purement géométrique. Donc, si vous connaissez la géométrie de votre problème, vous connaissez la valeur, indépendamment de savoir ce que vaut la température. Donc, S est une grandeur qui est aussi géométrique, donc ça veut dire que S fois F est purement géométrique. Donc, pour établir cette relation, je me suis mis dans un cas isotherme avec TI égale TJ, là. Mais en fait, cette relation, comme elle est purement géométrique, celle-ci, elle reste valable même si TI n'est pas égal à TJ. D'accord? Alors ça, c'est un peu subtil, donc je vous laisse le temps de réfléchir à ça. Vous me dites si ça vous pose des problèmes. Du coup, cette relation est valable même si les surfaces n'ont pas la même température. Relation valable même si TI est différent de TJ. C'est-à-dire que pour la démontrer, je me mets dans un cas très particulier où les deux surfaces ont la même température, mais une fois qu'elle est démontrée,
OK, et comme elle est purement géométrique, alors elle reste valable, même si les températures sont différentes. OK, allez, on va passer tout de suite à un petit exemple. Là, je vais vous faire travailler un petit peu. Prenons un exemple de mise en œuvre de tout ça. Allez, hop, je vous prends, hop, un humain, donc un homme, dans le sens un être humain, hein, placé dans une pièce à l'intérieur d'une maison. Donc typiquement, je vais mettre indice 1 à l'homme. Donc il a une surface S1, une température T1. On est d'accord que la température de peau est à peu près homogène. OK. Et puis, il est dans une enceinte dont les parois là sont à S2, T2. Je suppose que toutes les parois des murs sont à la même température. Allez, on y va. Est-ce que déjà, quelqu'un peut me calculer le flux émis par l'humain? Donc, quel est le flux émis par l'homme si S1 est de l'ordre de 1 mètre carré, d'accord? La surface d'un être humain, c'est à peu près 1 mètre carré, de cet ordre-là en tout cas, et la température, on est autour de 30 degrés, hein, température de peau, donc ça fait une température T1 qui est de l'ordre de 303 Kelvin. Allez, est-ce que vous pouvez me dire quel est le flux émis par l'homme, donc si sa température est de 30 degrés et sa surface de 1 mètre carré? Si quelqu'un peut me faire une application numérique, j'ai pas de calculatrice moi. Alors, j'ai 1,7110 moins 5, c'est pas ça. 477,9, ça paraît plus raisonnable. Donc c'est, le calcul, hein, c'est 5,6710 moins 8 fois 1 mètre carré fois 303 à la puissance 4. Donc ça, vous me confirmez 478? Donc à peu près 478 watts. C'est bon? OK. Donc 478, ça vous parle 478 watts? Vous avez une idée de quel est, le chauffage chez vous, par exemple, dans votre chambre, le chauffage installé? On compte à peu près, hein, un radiateur, si vous mettez un radiateur électrique chez vous, on compte à peu près, en gros, qu'il faut une centaine de watts par mètre carré, quoi, quelque chose comme ça. Donc quand vous êtes à 400 watts, 500 watts, là, presque, bon, ça commence à être, pas mal. Ça veut dire qu'à vous tout seul, juste le fait d'être dans la pièce, sans rien faire, hein, vous dégagez donc une puissance par rayonnement qui vaut 480 watts à peu près. OK? Donc ce qui est, pas mal. Vous mettez, voilà, vous mettez, 3 personnes dans une pièce ou 4 personnes dans une pièce et vous avez l'équivalent d'un chauffage électrique pour chauffer la pièce. Alors qu'est-ce qui ne va pas dans mon raisonnement? Évidemment, il y a quelque chose qui ne va pas, hein, parce que donc ça suffit je ne suffis pas moi à chauffer une pièce, à moi tout seul. Pourquoi? Parce que ça, c'est le flux que j'émets, mais il faut prendre en compte le flux net, c'est ça qui compte, d'accord? Donc le flux net, parce que si vous perdez 400-500 watts là, vous allez avoir du mal à vous réchauffer, hein. Donc il me faut le flux net. Donc quel est le flux net perdu par rayonnement par l'humain? Par l'homme. On applique ce qu'on vient de dire, le flux net, donc c'est le flux émis, donc c'est les 478 watts, moins la somme des flux qu'il reçoit de la part des autres de la part de toutes les surfaces mises en jeu. Donc somme sur I des FI1 sigma SI TI puissance 4. Ça marche? Du coup ici, qu'est-ce qu'il y a comme surface?
qu'est-ce que je peux dire là? Donc phi émis 478 moins. Alors du coup, bah ici, des surfaces, à part 1, j'ai pris une surface, vous avez vu, j'ai dessiné l'homme comme une patatoïde, là, ce qu'on appelle une surface convexe. Donc si la surface est convexe, ça veut dire qu'un photon qui va quitter, je vous dessine un photon qui quitte l'humain en rouge, là, un photon qui va quitter l'humain ne peut pas atterrir sur l'humain. Donc il va forcément atterrir sur 2. Donc ça veut dire que j'aurai ici F, pardon, je reprends mon noir, F 2,1 sigma S2 T24. Je pourrais aussi avoir, je vous l'écris, F11 sigma S1 T14. C'est-à-dire que je pourrais avoir des photons qui sont émis par 1 et qui sont reçus par 1. Après tout, rien n'empêche, c'est ce que j'avais fait tout à l'heure, hein, quand je mets mes mains comme ça, un photon qui quitte ma main gauche va être reçu par ma main droite. Vous voyez donc qu'un photon qui quitte ma peau va être reçu par ma peau. Donc, les surfaces pourraient se voir elles-mêmes. Bon, là, je vous ai dessiné donc un humain qui a la forme d'une patatoïde comme ça, donc une surface convexe. Dans ce cas-là, une surface convexe ne se voit pas elle-même. Donc ça voudra juste dire que ça, ici, dans le cas qui nous préoccupe, vaut 0. C'est tout. Donc ici, je peux dire, c'est le flux émis moins F de 1 sigma S2 T de 4. Est-ce que vous êtes capable de faire l'application numérique de ça? Quelqu'un a une idée? Comment je peux m'en sortir pour calculer le flux net? On n'a pas T2. Pardon, j'ai pas entendu. On n'a pas T2. Alors, il me faut T2, effectivement, tu as raison. Donc T2, par contre, il faut que je vous le donne. Donc T2, qu'est-ce qu'on peut prendre? Quelle est la température de votre mur? On va dire un mur, il est à peu près, allez, pour faire un contron, il est à 17 degrés. Donc on va dire T2 égale 273 plus 17. D'accord? Donc 290 Kelvin. Donc supposons que votre mur soit à 17 degrés. Qu'est-ce qui vous manque d'autre? S2. Alors il vous manque S2. Et il faudra que j'aille chercher F2,1. Vous voyez qu'un photon qui part de la surface S2 ne va pas forcément arriver sur 1. Je vous les trace, je vous mets un photon par exemple qui part d'ici. Alors celui-ci, bah, il arrive sur 1. Par contre, celui-ci, il n'arrive pas sur 1. D'accord? Donc il me faut F2,1 et il me faut S2. Alors, en fait, j'en ai pas besoin. Alors c'est ça qui est assez marrant, c'est que du coup, d'après, pardon, je vous l'ai dit, d'après le second principe, on a F2,1 fois S2 qui est égal à F1,2 fois S1. D'accord? SI FIJ égale SJ FJI. Ça marche? Donc ça, c'est d'après le second principe. Donc ce qu'on a écrit tout à l'heure. Alors du coup, vous voyez, je m'en sors parce que j'ai donc le flux net qui devient donc le flux émis, toujours, moins F1,2 sigma S1 T de 4. Que vaut F1,2 par contre? Quelqu'un a une idée? Non, j'ai une question, monsieur. Oui, oui. Par rapport à f de 1,1, du coup, ça sera toujours égal à 0 ou... Mais regarde, alors je fais une petite parenthèse là. Toc. Imagine que j'ai une surface qui fait ça. Voilà. Est-ce que, donc ça c'est ma surface 1, et puis j'ai ma surface 2 qui est autour là. Est-ce que je peux dire que F11 est égal à 0?
a un photon qui est là, hop, il part, ok, ça marche. Par contre, un photon qui est là, bah, hop, il peut arriver sur 1. Donc là, j'ai un photon qui part de 1 et qui arrive sur 1. Donc à partir du moment où un photon peut partir de la surface et atterrir sur la surface, et arriver sur la surface, dans ce cas-là, ça voudra dire que ton facteur de vue ne vaut pas 0. C'est-à-dire que 1 se voit elle-même. La surface 1 se voit elle-même. Elle voit une partie d'elle-même. D'accord. D'accord? Donc, ça sera F11 vaudra 0 si la surface est convexe. À partir du moment où il y a une concavité quelque part, où il y a donc un morceau qui est concave, ce qui est le cas ici, par exemple. Donc là, on est concave. Dans ce cas-là, le facteur de vue ne vaudra pas 0. Ça D'accord. va? Ça éclaircit? Oui, merci. Ok. Donc là, je me suis mis dans le cas où l'homme est à la forme si vous voulez, d'un ovoïde, donc la forme d'une patate là. Et donc dans ce cas-là, c'est une surface convexe, donc F11 égale 0. Allez, donc flux net émis. Okay. Donc je vous remets la formule du flux émis. Hein. On a dit que c'était sigma S1 T14. Ah oui, F12, pardon, qu'est-ce qui vaut? Vous me l'avez dit, F12 vaut 1. Oui, tout à fait, vous avez raison. Puisque un photon qui part de 1, je vous remets là, donc tous les photons rouges là, d'accord? Mais forcément, ils vont arriver sur la surface S2, ils ne peuvent pas arriver ailleurs, puisqu'il n'y a pas d'autre surface mise en jeu, et que 1 ne se voit pas lui-même. Donc ça veut dire que effectivement F12 vaut 1. Donc là, vous allez obtenir sigma S1 T14, ça c'est le flux émis, moins sigma S1 T24. C'est-à-dire sigma S1 que multiplie T14 moins T24. D'accord? Donc là, vous avez le flux net. Donc, j'ai vu que quelqu'un avait fait l'application numérique. OK. Donc ici, phi net, avec les données de l'exercice, 77 watts. OK. Donc ça colle. C'est à peu près ça. D'accord? C'est à peu près ce que le flux net, ce que vous dégagez par rayonnement, si vous restez au milieu d'une pièce sans rien faire, là, c'est de cet ordre-là. C'est en général entre 60 et 100 watts. Alors, si vous vous mettez, je ne sais pas, à faire du sport, d'accord, à courir, à sauter sur place, enfin, vous dépensez, dans ce cas-là, votre température de peau va un petit peu monter. Comme c'est à la puissance 4, ben, ce flux-là va devenir un peu plus important. OK. Ça va? Allez, très bien. Juste pour fixer encore un ordre de grandeur, est-ce que quelqu'un peut me calculer le flux émis par 1 mètre carré de surface du Soleil? Attends, qu'est-ce que ça veut dire le flux est linéaire? Je ne suis pas sûr de comprendre. Là, j'ai du mal à comprendre. Hein. Le flux est linéaire, pas du tout, hein, puisqu'il dépend de t à la puissance 4, donc c'est tout sauf linéaire. Bon, je sais pas si tu veux préciser ta question, sinon on continue. Oui, donc est-ce que quelqu'un pourrait calculer la surface émise par le Soleil, qui peut être considéré comme un corps noir? Hop. Donc, c'est juste pour fixer des ordres de grandeur, encore une fois. Donc, autre exemple. Donc, Soleil, c'est un corps noir dont la température de surface est à 5800 Kelvin. Hop, donc là, je laisse, ça fait, alors, j'aurais pu arrondir. Donc, dans ce cas-là, le flux émis, qui est égal au flux net,
Vous êtes d'accord? Parce que le Soleil, l'environnement du Soleil, ce que voit le Soleil, le fond cosmique là, que voit le Soleil, est à peu près à 0 Kelvin, à peu près 3 Kelvin, donc complètement négligeable. Donc le flux émis par le Soleil, qui est la même chose que le flux net perdu par le Soleil, vaut ici donc sigma fois S fois T à la puissance 4. Je prends S égale 1 mètre carré ici. Donc vous me dites, ça fait, alors j'essaye de compter, 63, c'est ça, virgule quelque chose, mégawatts pour 1 mètre carré. D'accord? Donc le Soleil va émettre un rayonnement de chaque mètre carré du Soleil, donc vous voyez, 1 mètre carré de surface du Soleil, c'est rien, va émettre 63 mégawatts sous forme de rayonnement. Et donc c'est ça qui nous illumine et qui donc permet de chauffer la Terre, c'est ce flux-là. Très bien. Alors, encore un autre exemple. Donc ça, c'était juste pour vous fixer des ordres de grandeur. Et puis vous mettre dans le cas où le flux net est égal au flux émis. Voilà. C'est-à-dire que vous êtes dans un environnement à 0 Kelvin. OK? Donc, un autre exemple. On va compliquer un peu les choses. Je reprends l'exemple de tout à l'heure. Parce qu'évidemment, malheureusement, mais on n'est pas souvent dans le vide. Donc, je reprends l'homme de tout à l'heure, donc surface S1, pardon. Donc, surface S1, température T1. Ici, la surface S2, température T2. D'accord? Donc, et puis, on va rajouter, puisqu'on est dans la pièce, un coefficient d'échange K. Donc, avec un air ambiant ici, que je vais appeler T ambiant. Ça marche? Donc, je pense que l'énoncé est assez simple. Vous avez un homme qui est dans une pièce. Il échange évidemment par rayonnement avec les parois, donc avec les murs et le plafond et le plancher. Mais il échange aussi avec l'air ambiant par convection. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord recalculer donc, le flux net perdu par rayonnement, ce que j'ai appelé Φ1 tout à l'heure. On a vu qu'il vaut S1 sigma T1,4 moins T2,4. Le fait qu'il y ait un air ambiant ne change rien à la partie radiative. Okay. Donc, très bien. Donc ça, c'est flux net perdu par rayonnement, par l'humain. Et puis après, vous avez un flux qui est échangé par convection entre l'homme et l'air ambiant. Donc, phi, je vais l'appeler comme ça, phi convection, lui, il vaut K fois S fois température de l'homme moins température ambiante. D'accord? Donc ça, c'est le flux perdu par convection, perdu, par convection par l'homme. Donc vous voyez que, en fait, l'humain perd de l'énergie sous deux formes, par rayonnement et par convection, et que, en fait, ces pertes s'ajoutent, simplement. Donc le flux total perdu, il va s'écrire Φ1 plus Φ convection, Φ rayonné, d'accord, flux net rayonné plus Φ convecté. Et puis, alors, ce que je vais faire là, c'est, il peut être intéressant du coup, de linéariser le flux rayonné.
Je m'explique. Vous voyez, là, j'ai quelque chose qui est de la forme une constante fois un écart de température. Voilà. Imaginons que T2 ici soit égal à T ambiant, c'est-à-dire que les parois sont à la même température que l'air ambiant, okay, ce qui est bon, pas bête, hein, c'est-à-dire que vous êtes dans une pièce à 20 degrés, les parois sont à 20 degrés. Dans ce cas-là, ici, j'aurais T1,4 moins T ambiant 4. Vous voyez que bon, il y a les exposants, mais sinon, j'ai quelque chose qui est un peu de la même forme. Alors, si je veux comparer les deux flux, je vais essayer de linéariser phi1. Donc, on va le faire et puis vous verrez à quoi ça sert après. Donc, phi1, c'est S1 sigma, donc T1,4 moins T2,4. Alors là, vous reconnaissez une identité remarquable, c'est-à-dire que ici, vous avez quelque chose qui est de la forme, là, A2 moins B2, A carré moins B carré. Donc A carré moins B carré, c'est A moins B fois A plus B. D'accord? Identité remarquable. Vous vous souvenez de ça? Donc, ça, je peux dire que c'est S1 sigma que multiplie T1 carré moins T2 carré fois T1 carré plus T2 carré. OK? Du coup, je continue, c'est S1 sigma. Là, je retrouve la même identité remarquable. J'ai quelque chose de la forme A carré moins B carré. Donc, je peux à nouveau dire que c'est A moins B fois A plus B. Donc, égale S1 sigma fois T1 moins T2 que multiplie T1 plus T2 que multiplie T1 carré plus T2 carré. Ah, ça y est, j'ai fait apparaître là ce que je cherchais à faire apparaître, c'est-à-dire quelque chose qui est proportionnel à T1 moins T2. Donc, je vais avoir S1 sigma fois, je regroupe les termes là, et puis après, je vais encore faire une simplification. T1 moins T2 fois T1 carré plus T2 carré. Et fois T1 moins T2. Donc, c'est de la forme. Si j'appelle, pardon, si j'appelle ça K radiatif, ben vous voyez que c'est de la forme K radiatif fois S fois T1 moins T2. Donc, j'obtiens la même chose qu'une forme qui est analogue à la loi de Newton. Du coup, je peux comparer ce cas radiatif au cas convectif pour savoir est-ce que c'est plutôt le rayonnement qui compte ou est-ce que c'est plutôt la convection qui va compter. Alors en fait, en général, on peut faire des hypothèses supplémentaires. C'est-à-dire que si on peut supposer que T1 est pas trop loin de T2. Alors, je m'explique, est-ce que c'est le cas ici? Si vous avez donc un humain, un homme, la température de peau est à 30, les parois du mur sont à 20 degrés, est-ce que je peux dire que ces deux températures sont proches l'une de l'autre? Ah, je vais revenir sur le flux net. Alors si on peut. Pourquoi on peut? Parce qu'il ne faut pas oublier que les températures sont en Kelvin. Donc quand je dis 20 degrés, je suis à 293 Kelvin. Quand je dis 30 degrés, je suis à 303. Est-ce que 293 est assez proche de 303? La réponse est oui, d'accord, c'est pas très loin quand même. Donc si on peut supposer que T1 est pas très loin de T2, est à peu près égal à T2, alors dans ce cas-là, et je vais dans ce cas-là, pour minimiser les erreurs, je vais dire que c'est la moyenne des deux. Okay, si je peux dire que T1, je vais remplacer T1 par T1 plus T2 sur 2, T2 par T1 plus T2 sur 2, et puis du coup, les produits que j'ai là, vous voyez que je vais avoir, voilà, je remplace T1 carré, je vais avoir, si vous faites tous les calculs là, si j'appelle ça température moyenne, Tm, dans ce cas-là, je vais trouver que K radiatif est égal à 4
sigma fois Tm à la puissance 3. OK. Donc, imaginons que T1, on a dit, c'est 30 degrés, T2, 20 degrés. Alors, vous trouvez un K radiatif de combien? Juste pour faire un petit calcul d'ordre de grandeur. K radiatif, ça ne signifie rien. Je décide d'appeler, je réponds à la question qui est sur le chat, là. Je décide d'appeler cette grandeur-là, là. Je lui donne un petit nom. Je dis, allez, tiens, si on appelait ça K radiatif. Alors, pourquoi je l'appelle K radiatif? Parce que, du coup, ce que j'obtiens, c'est une forme qui, effectivement, c'est ce que répond ton collègue, ressemble à la loi de Newton. Mais ça n'est pas la loi de Newton, hein, puisque c'est radiatif, donc ce n'est pas de la convection. En tout cas, j'ai quelque chose qui a la même forme. C'est un coefficient fois la surface fois un écart de température. Allez, est-ce que quelqu'un peut me faire le calcul là? K fois sigma fois température moyenne à la puissance 3, si température T1 égale 30 degrés, T2 égale 20 degrés. 6, ok. Donc 6 watts, mètre moins 2, Kelvin moins 1. D'accord, ça a la même unité qu'un coefficient d'échange convectif. Donc vous avez un coefficient K radiatif qui vaut 6. Donc je résume ce qu'on vient de dire. Vous avez un humain, un homme qui est dans une pièce, là, qui échange par rayonnement et qui échange par convection. Donc vous avez un flux par convection, un flux par rayonnement. Si je dis T2 et là T ambiant, température ambiante, égale 20 degrés, température T2 égale 20 degrés, température T1 égale 30 degrés. Donc si je dis tout ça, je suis dans cet exemple-là. Le cas convectif, là, typiquement, voilà, une grandeur typique, là, vous vous souvenez, je vous avais dit que je vous donnerais à chaque fois les valeurs, c'est de l'ordre de, s'il n'y a pas de ventilateur ou autre, je suis de l'ordre de 3. Donc, vous voyez que il va y avoir un échange, un flux échangé par convection qui a une certaine valeur, on peut s'amuser à le calculer si vous voulez, hein, et un flux échangé par rayonnement qui va être 2 fois plus élevé que le flux échangé par convection. Donc ça veut dire que juste si vous vous tenez au milieu d'une pièce sans rien faire, là, dans une pièce à 20 degrés, ben en fait, l'énergie que vous allez échanger est plus grande par rayonnement avec les murs que l'énergie que vous allez échanger avec l'air de la pièce. Je suis donc en train de vous dire que vous pouvez très bien avoir chaud, même si vous êtes dans un air froid. Il suffit de mettre des parois chaudes. On vient de redécouvrir le principe du panneau radiatif que vous mettez dans vos salles de bain, par exemple. D'accord ? Alors, pourquoi est-ce que Tm égale voilà, T1 plus T2 sur 2 ? Ben parce que dans l'expression, je vais remplacer T1 et T2 par une seule valeur. Alors du coup, ben plutôt que de dire je prends tout à T1 ou tout à T2, je vais dire je vais prendre tout à une température moyenne qui est au milieu entre T1 et T2. Mais c'est purement arbitraire. Hein. J'aurais pu choisir autre chose. Ça va ? Bon, c'est vraiment très introductif. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Je ne vais pas vous en dire plus en fait sur la partie rayonnement. Est-ce que vous avez des questions? Si vous n'avez pas de questions, ce que je vous propose pour voir si ça marche, c'est si vous avez votre cahier de TD sous les yeux, si vous ne l'avez pas, il est sur Moodle, hein, c'est d'aller faire la question de cours de l'examen du contrôle thermique, du contrôle terminal, pardon, de janvier de l'année passée. Ah oui, pardon.
excuse-moi, je n'ai pas compris pourquoi le flux net est égal au flux émis. J'ai oublié de répondre à ça. Là, j'étais dans le cas du soleil. Donc, tu as le soleil qui émet un rayonnement. La question, donc ça, c'est le flux émis. Est-ce que le soleil reçoit des photons depuis le reste de l'univers? Oui, mais il en reçoit très peu. Parce que si tu regardes le vide spatial, d'accord, tu te mets n'importe où dans l'espace, donc tu vas sur la station internationale, par exemple, sur l'ISS, et tu regardes le vide, tu regardes les étoiles, là. Pas où il y a le soleil, hein, tu regardes un endroit où tu regardes le vide. Ce que tu vas voir là, c'est l'équivalent d'un corps noir dont la température serait à peu près à 3 Kelvin, donc quasiment 0 Kelvin. Température très très basse. C'est normal, hein, puisque c'est le vide. Tu as le vide partout, sauf quelques étoiles par-ci, quelques comètes par-là, quelques poussières, etc. Mais en tout cas, le taux d'occupation de l'espace est très très petit. Donc, ce que tu vas voir, c'est l'équivalent d'un corps noir qui serait pas loin de 0 Kelvin. Ça veut dire que le nombre de photons qui arrivent ici, là, l'énergie transportée par ces photons qui arrivent là, est extrêmement petite devant l'énergie qui est émise par les photons qui quittent le Soleil. Donc, le flux émis, c'est ça. Le flux net, c'est la différence entre les deux, mais avec ça qui est très petit, donc quasiment 0. Okay. Du coup, je peux négliger ce flux absorbé par le Soleil venant d'ailleurs et dire que le flux net est égal au flux émis. OK. Ça répond à ta question? OK. Alors, autre question, quelle est l'expression de K convection? Donc là, on est revenu dans cet exemple-là. Le cas convection qui est ici, là, l'expression, je ne peux pas vous la donner. Enfin, je pourrais vous la donner, mais elle va faire intervenir, vous vous souvenez, je vous ai dit, elle fait intervenir la mécanique des fluides. Donc, elle va faire intervenir en particulier le nombre de Reynolds ou le nombre, ici, on est en convection naturelle, donc c'est le nombre de Rayleigh ou le nombre de Grashof. Donc, croyez-moi sur parole, cette relation-là, si vous vous rappelez, je vous ai dit, ça va être fonction, là, la valeur qui est là va être fonction de tout un tas de paramètres qui sera l'écart de température, s'il y a du vent, pas de vent, est-ce que le fluide est visqueux, pas visqueux, etc. etc. Donc, je vous avais dit, bon, il existe plein de lois qui permettent d'estimer ces valeurs-là. L'estimation, c'est moi qui l'a fait en amont et ensuite, je vous donne simplement la valeur de K convection. Donc là, il faut me faire confiance. C'est l'ingénieur thermicien qui va savoir comment calculer le K convection. Okay. Mais voilà, dans ce cas de figure-là, donc une surface convexe dans un air au repos, etc., c'est quelque chose qui est bien documenté. Et si on fait les calculs, je vous ai dit, c'est de l'ordre de. Donc, c'est pas forcément 3 piles, ça dépend si voilà, s'il y a un peu plus de vent, s'il y a un peu plus de brassage d'air, ça sera plutôt 4 ou 5. Si vraiment l'air est très stratifié, ça sera plutôt 2. Enfin, voilà, c'est juste pour vous donner un ordre de grandeur et surtout pour vous dire que, attention, la partie radiative, d'accord, n'est pas du tout négligeable dans l'échange thermique malgré le fait qu'on soit à basse température. Parce que souvent, ce qui est dans la tête des gens, c'est que pour que le rayonnement compte, il faut monter très haut en température. D'accord, il faut monter le fer blanc, il faut faire rougir le métal pour que ça commence à rayonner. Non. Alors pour un métal, oui, parce que c'est pas un corps noir, mais là, typiquement, si tu compares les deux, entre convection et rayonnement, voilà, le rayonnement n'est pas du tout négligeable. Et encore une fois, il suffit de s'être placé devant un panneau rayonnant, un panneau radiatif là qu'on vous vend dans certaines salles de bain, vous savez, des radiateurs qui sont beaucoup de surface, mais une température pas très élevée par contre, pour s'apercevoir qu'on peut avoir chaud même s'il fait 10 degrés dans la pièce. Okay. C'est comme ça, par exemple, qu'on chauffe tous les bâtiments qui ont beaucoup de volume. Si vous rentrez dans un lieu de culte, par exemple l'église ou autre, des très grands bâtiments, on ne va pas évidemment chauffer tout l'air pour chauffer, donc on vous met au plafond des panneaux rayonnants, de telle sorte que quand vous êtes dessous, vous avez alors pas trop froid. Ok. Voilà, donc c'était vraiment juste pour vous dire ça. Ça va?
D'autres questions? Est-ce que j'ai répondu aux questions là? Monsieur? Oui. Pour Carad égale, vous avez écrit quoi? 4 sigma tm cube. Ouais. Mais je ne trouve pas le résultat si je fais ça. On ne trouve pas 6. Tu trouves pas ça? Ah, tu trouves pas 6? Je Ah, trouve attends. 6 watts avec l'autre Si. formule. 6 watts, ben, c'est ce que j'ai écrit là. 6 watts par mètre carré par. OK. Non, mais avec cette formule-là, la deuxième, je trouve 0,2. Alors, je te pose le calcul là. Donc, égal 4 fois 5,67 10-8 fois, on a dit, donc je suis à 25 degrés, donc ça fait 298 Kelvin à la puissance 4. Vous avez écrit puissance 3 ici. 3, pardon. Excuse-moi. Merci de me corriger. Et ça fait pas 6? Non. En fait, on a trouvé 6 parce que on a pris, moi personnellement, j'ai pris T1 plus T2 divisé par 2, le tout puissance 3. Oui, c'est ce que j'ai fait, 25 degrés. Mais on trouve 6 normalement. Donc, si je fais ce calcul-là, là, C'est bon, monsieur, c'est bon. ah, ça fait 6, OK. C'est bon. Il ne faut surtout pas oublier de mettre les températures en Kelvin, hein, parce que là, ce qu'on disait tout à l'heure, vous n'êtes pas du tout linéaire, hein, vous êtes en T à la puissance 3 ou voire 4. Donc, si jamais vous laissez les températures en degrés, ça va être la catastrophe, hein, vous allez trouver n'importe quoi. Ça va, d'autres questions? Oui, monsieur, Ouais. j'en ai une. Vas-y. C'était concernant la surface. Enfin, en fait, c'est un peu au début, c'était c'est quoi que vous appelez du coup surface noire? Alors, ce que j'appelle une surface noire, c'est une surface, donc c'est un corps. Alors, je reviens, c'était ici. Donc, c'est une surface où si tu lui envoies un photon, imagine tu prends un miroir, par exemple. Si tu te regardes devant un miroir, ce que tu fais, c'est que tu envoies des photons sur le miroir et les photons vont être réfléchis. D'accord? Donc, ils ne vont pas du tout être absorbés. Si maintenant je prends une vitre, je lui envoie un photon dans le domaine du visible. Si j'envoie un photon dans le domaine du visible, le photon va traverser la vitre, il va traverser le verre. Donc là, on dira que le verre est transparent. Donc dans les deux cas, là, je n'ai pas une surface qui est noire. J'appelle noire une surface où si tu lui envoies un photon, alors ce photon est absorbé. C'est-à-dire qu'il rentre dans le corps et il n'en ressort pas. Donc le corps, du coup, va avoir son énergie qui augmente. Okay, puisque chaque photon transporte une certaine énergie. Donc typiquement, encore une fois, je te dis, si je mets ma main là et puis qu'en face, je mets, je sais pas, un objet à 20 degrés, mon stylo par exemple, j'ai un photon qui part de ma main et qui va être absorbé par la surface du stylo. Dans ce cas-là, je dirais que la surface du stylo est une surface opaque noire. D'accord ? Donc j'appelle surface noire les surfaces qui absorbent tous les photons qu'elles reçoivent. Attention, hein, ça ne veut pas dire que la surface aura une couleur noire. Il ne faut pas confondre ce que voit votre œil. Votre œil, lui, a une capacité de voir uniquement dans le domaine du visible, mais les corps, par exemple, ce qu'on vient de calculer, là, le coefficient radiatif à 6, là, on est à 30 degrés. À 30 degrés, le rayonnement se fait dans l'infrarouge. Donc, ça veut dire que votre œil n'est pas capable de percevoir les photons. OK. Sauf si vous prenez une caméra infrarouge. Là, si vous prenez une caméra infrarouge, dans ce cas-là, vous verrez les photons. Mais si vous avez une caméra visible, c'est-à-dire votre œil voit dans le domaine du visible, donc entre l'infrarouge et l'ultraviolet, mais il ne voit ni l'infrarouge ni l'ultraviolet, alors dans ce cas-là, vous ne verrez pas le rayonnement, mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Il y a quand même des photons qui sont émis. Et donc dans ce cas-là, vous pouvez avoir un corps noir. Par exemple, tiens, je vous prends un exemple, je pense que vous avez déjà entendu parler de ça, le verre. Le verre est transparent dans le domaine du visible. Le soleil, il émet à très haute température, vous êtes dans le domaine du visible. Les photons traversent le verre sans aucun problème. C'est pour ça qu'il fait jour, là, dans votre pièce, là. C'est parce que les photons traversent le verre. Par contre, les photons que vous envoyez, que votre peau envoie vers la fenêtre qui est en face de vous, là,
ben, ces photons-là vont être complètement absorbés par la fenêtre. C'est-à-dire que le vert est opaque et noir dans l'infrarouge. Okay, donc ça veut dire par exemple que si quelqu'un vous regarde au travers de la fenêtre, ben, il vous voit dans le domaine du visible. Si maintenant il met une caméra infrarouge à la place de ses yeux, il ne vous verra plus. Vous serez caché par la fenêtre parce que le vert est noir, est un corps noir dans l'infrarouge. Donc il absorbe, il ne laisse pas passer les photons. Okay. Ça, je pense que vous avez entendu parler. C'est ce qui est responsable de l'effet de serre. Ça. C'est un photon qui vient du Soleil, traverse l'atmosphère terrestre, la couche d'ozone en particulier, et va venir impacter le sol. Donc il est absorbé par la Terre. La Terre est à basse température. Les photons qu'elle émet sont émis dans le domaine de l'infrarouge. Et donc, si vous avez au-dessus une surface vitrée, du coup, voilà, ces photons seront complètement absorbés par la surface vitrée et du coup, vous avez créé une serre, comme ça. Ça répond à ta question sur les surfaces noires? Oui. OK. Merci. D'autres questions? Alors, j'ai des questions là. Une surface noire peut-elle envoyer des photons? Oui. C'est même une surface noire, celle qui va en envoyer le plus à une température donnée. Elle en enverra plus que n'importe quelle autre surface. Est-ce qu'elle peut saturer? Alors là, je ne vois pas ce que ça veut dire saturer. Ah oui, monsieur. Oui. Par rapport aux surfaces noires, en fait, du coup, elles absorbent tous les photons qu'elles reçoivent, Oui. mais rien ne dit du coup qu'elles les gardent en elles, c'est ça? Alors, Enfin, je veux rien ne dire, dit. je veux dire qu'ils ne sont pas forcément conservés par cette surface noire. Si, alors attention, une surface, pardon. Alors là, je n'ai pas forcément été suffisamment clair. Une surface, donc, imagine, typiquement, la peau est un corps noir. Okay. Donc, si j'envoie un photon sur ma peau, il va être absorbé. Donc, ça veut dire que ma peau reçoit de l'énergie. Donc, si elle reçoit de l'énergie, elle va avoir tendance la température va avoir tendance à augmenter, puisque j'augmente l'énergie interne. D'accord? Je fais rentrer de l'énergie dans ma peau, donc la température de peau a tendance à monter. Ça, vous le constatez si vous vous mettez au soleil. D'accord? Votre température de peau a tendance à monter. Mais du coup, votre peau va se mettre en régime établi, c'est-à-dire qu'elle va se mettre à l'équilibre. Elle va monter en température et du coup, elle va elle-même émettre des photons. Donc, votre peau reçoit des photons, émet des photons. Quand vous êtes à l'équilibre, vous avez le même nombre de photons qui est reçu que le nombre de photons qui est émis. Okay. Sinon, ça voudrait dire que votre peau monte en température et monte et monte et monte et monte. Okay. Si je veux que la température ne change plus au cours du temps, si je veux être trop stationnaire, alors dans ce cas-là, ça veut dire que l'énergie que je reçois est égale à l'énergie que je perds. Du coup, je vais avoir l'émission qui sera égale à l'absorption. Okay, ça, c'est ce qu'on appelle la loi de Kirchhoff. Donc, j'ai un coefficient d'émission, d'absorption, pardon. Donc, j'absorbe tous les photons, mais j'en émets autant que j'en absorbe. Et du coup, ma température ne varie plus. Okay, au bout d'un moment, heureusement, hein, si je ne... C'est le principe, d'accord, de votre corps humain quand il cherche à réguler la température. Par exemple, il va vous augmenter un peu la température interne de façon à ce que vous rayonnez un peu plus, parce que la température monte, donc le flux que vous allez perdre, d'accord, va augmenter aussi, puisque, d'accord, et ça dépend de la puissance 4, hein, donc ça va vite. Donc c'est pour ça aussi que vous avez de la fièvre. Vous avez de la fièvre pour pouvoir évacuer un peu plus de chaleur. Alors, pas que par rayonnement, aussi par convection, hein, puisque vous augmentez aussi l'écart de température avec l'ambiance. Et puis si ça ne suffit pas, vous allez vous mettre à transpirer pour évacuer de la chaleur par changement de phase. Pareil, je ne sais pas si ça répond. Comme je ne vois pas vos réactions, c'est difficile de savoir si ça répond à vos questions ou pas. Du coup, de ce que je comprends, c'est que en fait, la température, elle varie plus lorsqu'on a. Ce que je veux dire, c'est que la température ne varie plus Regarde là, jusqu'à quand on absorbe. regarde. Si je te dis ça là, je ne sais pas si tu vois la souris qui bouge.
Oui, Donc ça, si je te dis, c'est mon système. Ce système a une épaisseur là qui est infiniment petite, qui est très très petite. À ton avis, si j'envoie de l'énergie là, en combien de temps le système va voir sa température monter pour émettre la même chose de l'autre côté? Ça va être quasiment instantané. Pourquoi? Parce que l'épaisseur est tellement petite, du coup les masses mises en jeu sont très petites. Du coup, dès que j'envoie de l'énergie, la température instantanément, ou quasiment instantanément, va s'adapter de façon à émettre exactement la même énergie sous forme de rayonnement que l'énergie qu'elle a reçue. D'accord? Pour que l'émission devienne égale à l'absorption. Donc typiquement, ça veut dire que si je mets, encore une fois, je mets ma peau en plein soleil, là, la température va monter et si je regarde sur un court instant, le nombre de photons que je reçois sera égal, l'énergie pardon, que je reçois par les photons sera égale à l'énergie que je perds par des photons. Sachant que l'énergie que je reçois, c'est à une certaine fréquence, une certaine longueur d'onde, hein, les photons ont une certaine longueur d'onde, qui est donc une fréquence élevée. L'énergie que je perds va se faire à une autre longueur d'onde, puisque c'est pas d'accord. Là, on sera dans le domaine de l'infrarouge pour les photons émis, alors qu'on sera dans le domaine du visible pour les photons reçus. oui, d'accord, c'est bon, j'ai compris. OK. Merci. Écoutez, j'avais prévu qu'on fasse, enfin, je ne sais pas si vous avez cours après ou. Oui. Oui, bon, donc on va devoir s'arrêter là. J'avais prévu qu'on fasse éventuellement la question de cours de l'examen de janvier 2020 de l'année passée. Écoutez, je vous invite de toute façon, je vous invite à faire un peu tous les exos et tous les annales que vous avez dans le cahier. Et puis, je vous dis, je mettrai en place donc un moment ouvert de soutien, en gros, je ne sais pas comment il faut l'appeler, ouvert, où vous pourrez venir si vous en avez envie pour poser les questions ou pour faire des débuts de correction sur certains exercices ou des choses comme ça. OK? Bon, du coup, on s'arrête là pour aujourd'hui. Merci. Merci à vous pour vous être Merci. connectés. Désolé pour Merci. pour les tergiversations du début. Allez, bon courage à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.